Ah, je crois que c'est bon, nous sommes en live. Bonjour à vous toutes et tous de nous rejoindre aujourd'hui pour cette première conférence dans le cycle Patrimeta qui vise en fait à demander à un conseiller d'interroger des sociétés de gestion expertes sur effectivement un certain nombre de thèmes et aujourd'hui notre thème c'est les perspectives 2024. Merci encore de nous rejoindre. Alors, vous êtes sur Patrimeta. Patrimeta, qu'est-ce que c'est? Puisque ça n'a qu'un mois d'existence, un peu plus d'un mois d'existence aujourd'hui. Donc, c'est une plateforme qui est dédiée aux conseillers, où ils vont pouvoir retrouver à la fois leurs partenaires privilégiés, retrouver des produits qu'ils recherchent pour le client, et ce, en un lieu unique, puisque là, effectivement, vous allez retrouver le meilleur des sites Internet de tous vos partenaires privilégiés, et ils vont pouvoir retrouver et des produits d'une façon très aisée, puisqu'on a un concierge qui vous permet d'aller rapidement aux produits, et puis effectivement de nouvelles pépites, puisqu'il n'y a pas que les grands acteurs sociétés de gestion qui travaillent auprès des CGP, mais il y a aussi des petits acteurs qui proposent des produits innovants et intéressants et alternatifs aussi aux produits classiques. Le gros avantage de Patrimeta, c'est de pouvoir discuter en profondeur sur les produits, puisque vous avez la capacité d'interroger les équipes commerciales et d'aller au-delà des documents PDF, des vidéos que vous allez pouvoir trouver sur le site. Ce que l'on offre en plus, bien sûr, c'est un cycle de conférences, puisqu'on est au service des conseillers, et on va à la fois apporter effectivement tout au long de l'année des différentes présentations autour des thématiques qui vous intéressent, et puis on essayera de jouer aussi, puisqu'on a mis en place un peu de gaming avec des jeux sérieux pour vous faire découvrir et des produits et des sociétés de gestion. Alors, notre première conférence sur les perspectives 2024. Alors, notre gentil animateur, c'est Cédric Marc, aujourd'hui de Patrimonio Finance, que vous connaissez tous, en tout cas beaucoup d'entre vous. Et puis, il a la joie, l'honneur d'accueillir trois experts aujourd'hui. Donc, vous avez Christopher Dembick de Pictet, Bastien Drut de CPRAM et Olivier Guillou d'Ecofi. Cédric, je te cède la main. Déjà. Oui, ben je ferai court pour une fois. Bon, en tout cas, bonjour à tous. On est en début d'année 2024. On se pose vraiment des questions sur les perspectives macroéconomiques et financières, bien évidemment. Donc, dans cette belle table ronde, nous avons donc Bastien Drut, qui est le responsable des études et de la stratégie, c'est CPR Asset Management. Merci Bastien de votre venue. Christopher Dembick, vous êtes conseiller en stratégie d'investissement dans la grande maison Pictet Asset Management. Ravi d'être là. Merci de votre venue. Et enfin, Olivier Guillou, vous êtes directeur de la gestion chez Ecofi. Et merci de votre intervention, puisque je pense qu'à vous trois, vous allez pouvoir tenter de répondre à bon nombre de questions que l'on peut se poser. Alors, avant de vous poser les questions sur les thématiques liées au 2024, donc ce que je vous propose, c'est que question rapide qui va permettre, je l'espère, d'avoir des réponses synthétiques afin que chacun d'entre nous, conseillers en gestion de patrimoine, on puisse repartir à la fin de la conférence avec une, deux ou peut-être trois idées clés pour que l'on puisse conseiller nos clients. C'est l'objectif de cette conférence. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Pourquoi je vous parle de ceci? Parce que ça va nous permettre effectivement de poser les bases de 2024. Donc en 2023, au niveau macroéconomique, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une baisse très forte de l'inflation qui a été aidée entre autres par la baisse des matières premières énergétiques. Ça nous a beaucoup aidé. On a eu en contrepartie une explosion des taux d'intérêt à travers le monde, et ça j'imagine que vous en ferez référence dans la conférence. Ce qui s'est passé, c'est que on a, d'une manière très surprenante, en 2023, eu un niveau de chômage très bas qui a permis, en conclusion, d'avoir une croissance ralentie à travers le monde, mais on n'est surtout pas rentré en fait en récession. Alors, moi je voudrais poser une première question à Olivier, qui est en charge de la gestion chez Ecofi. Bon, on est en ce début d'année,
On peut considérer qu'on est quasiment au plus haut des marchés financiers puisque le CAC sur un an, il a fait plus 7, on est à 7006. Le Nasdaq, on est à 15 000, on a fait plus 26% sur un an. Le Nikkei, on est à 36 000, on a fait plus 31% sur un an. L'Eurostoxx, on est à 4650 avec une hausse de 11%. Olivier, à quoi peut-on s'attendre en 2024 une fois qu'on a dit que les marchés sont au plus haut? Merci Cédric. Écoutez, votre question n'est pas simple. Elle est très orientée sur les marchés actions finalement. J'ai envie d'ouvrir un peu plus largement sur d'autres classes d'actifs. Mais finalement, votre question, ça revient à dire, est-ce que j'ai envie d'être contrariant aujourd'hui? Sachant que le seul refuge des contrariants, c'est finalement la valorisation notamment des marchés actions et particulièrement le marché américain. Si on veut revenir pour expliquer 2024, il faut peut-être revenir sur la fin d'année 2023 très rapidement. En fait, on avait été surpris chez Ecofi par la tension qu'on a connue sur le taux à 10 ans américain, le passage de 4 à 5. Et finalement, la performance du dernier trimestre 2023 s'explique par le retour de 5 à 4 sur les taux. Donc, ça a déclenché deux choses. Un rallye boursier incroyable, vous avez constaté, vous avez cité les performances sur 12 mois. Et l'autre chose, c'est évidemment une anticipation de volte-face, de nouvelles volte-face de la part de la Banque centrale américaine, lequel nous a indiqué, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et donc, il y a toute une mécanique qui s'est mise en place, euphorique. Et je crois qu'il faut un peu tempérer ça sur 2024. L'autre aspect, c'est le facteur important dans l'explication des marchés, c'est la prépondérance de la gestion active, la gestion passive, par rapport à la gestion active. Donc, ça fait des phénomènes effectivement de déversoir sur des classes d'actifs avec des phénomènes d'accélération à très court terme. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut appréhender. Voilà, après, sur ce qu'on met en avant, en fait, et vous l'avez souligné, vous avez cité simplement les grandes performances, les records qui ont été cités, qui ont été battus sur les bourses. Il y a aussi des records de contre-performance. Et là encore, c'est intéressant dans une allocation d'essayer de cibler des zones qui pourraient bénéficier en 2024 de rebond, de recovery, de facteurs favorables par rapport à l'évolution des taux. Et donc, en parlant d'évolution des taux, je déflore le sujet en disant que ce sera évidemment le facteur principal, le driver principal de la performance des marchés. Performance d'ailleurs qu'on attend, et encore une fois, c'est très important ce que je veux dire, sans risque géopolitique, sans risque exogène, performance qu'on attend positive sur l'ensemble des grandes classes d'actifs. Le palmarès 2024 sera clairement très en deçà du millésime 2023 qui est exceptionnel. Par contre, donc on a dit donc 2023. Est-ce que Christopher ou Bastien, vous avez Olivier est revenu. Donc oui, je suis revenu. Je voulais juste, excusez-moi, on travaille dans des conditions directes. Merci de terminer votre phrase. Oui, vous disiez en fait, dans l'actualité, il y a quand même, dans la littérature, dans la presse, et vous l'avez suivi, il y a quand même, on enregistre aujourd'hui une décote relative du marché européen très très forte par rapport au marché américain. Je crois qu'on va revenir sur l'explication de la hausse du marché américain, des forces et des faiblesses respectives des marchés. Mais globalement, même si on a une vue neutre sur le marché action, en tout cas pour cette première partie d'année, en plus c'est une année électorale aux États-Unis. Typiquement, avant les conventions, c'est relativement, on évolue dans un canal horizontal. Mais sur l'année, il y aura des opportunités. Il y aura des opportunités directionnelles et il y aura aussi des opportunités relatives de réallocation dans les portefeuilles. Voilà pour les grandes lignes. Bon, Olivier, on espère que vous pourrez nous détailler en fait ces opportunités au fil des prochaines minutes qui vont se présenter à nous. Est-ce Christopher ou Bastien, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou nous passons à la question suivante?
Non, peut-être un point important pour 2023, c'est qu'il faut aussi se rappeler qu'on a eu un consensus quand même qui a eu vraiment tout faux. Et ce qui montre qu'il est extrêmement difficile quand même de faire de la prévision, aussi bien sur le mécanisme d'inflation. Et très honnêtement, je fais partie de ceux qui se sont trompés. J'aurais jamais anticipé, notamment du côté de la zone euro, qu'on ait un mécanisme de désinflation aussi rapide. Ça, c'est un point qui est quand même essentiel, à savoir que l'exercice de prédiction a toujours été très compliqué, mais certainement encore plus dans une période post-Covid. Et le deuxième point, c'est que rappelons-nous exactement, il y a un an de cela, on a eu quand même une appréciation des marchés actions qui était liée non pas à toute la thématique qu'on a pu connaître en fin d'année ou même d'ailleurs à l'intelligence artificielle qui a été une lame de fond en 2023, mais il y avait un sujet chinois, rappelez-vous, qui a été essentiel, réouverture de la Chine. Tout le monde espérait qu'il y ait, du fait de la fin de la politique zéro Covid, un plan de relance massif et très très rapidement, on s'est rendu compte que il n'y a pas de plan de relance budgétaire qui soit massif et que deuxième point, finalement, l'économie chinoise est sur une phase de très net ralentissement. On a eu encore des à-coups ces dernières semaines très nets quand même sur le marché boursier chinois et je pense que ça représente assez bien ce qui se passe derrière cela aussi du côté de l'économie réelle chinoise. Donc il y a aussi ces deux points qui sont extrêmement importants, à savoir que fondamentalement, la désinflation, elle a été beaucoup plus rapide que prévu. Donc, félicitations, pas uniquement, mais félicitations aux banques centrales. Et de l'autre côté, force est de constater que la Chine, qui a toujours été cette thématique de relais en termes de croissance, relais éventuellement en termes de marché boursier, ça fonctionne plus trop. Et je pense qu'en 2024, d'ailleurs, ça ne fonctionnera pas, notamment sur la Chine. Ça, en fait, Christopher, avec plaisir. Au cours de la conférence, on va reposer la question sur la Chine parce que moi j'y ai cru. Je reconnais que depuis 2020 j'y ai cru et je suis en doute depuis une grosse année. Donc avec plaisir, moi j'ai besoin que vous me rassuriez ou pas. Ça va être dur. Pour rassurer, ça va être compliqué. Voilà. Est-ce que Bastien, en guise d'introduction, quelque chose à rajouter ou je passe à... Non, passons au sujet suivant parce que je pense qu'on va pouvoir ajouter différentes choses au fil de la conversation. Est-ce que Bastien, vous pouvez, comme vous avez la parole, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique qu'est-ce qui va se passer en 2024? Bon, là, on a clairement la confirmation du pivot des banques centrales, donc le pivot des banques centrales de la BCE et de la Fed. Donc pivot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe d'une séquence de hausse de taux directeurs en 2022 et en 2023 à une séquence de baisse de taux sur l'année 2024, probablement aussi sur l'année 2025. Alors pour autant, et ça c'est quelque chose qui a été rappelé notamment par la Fed hier soir, ce pivot il est confirmé, et puis par la BCE la semaine dernière, ce pivot a été confirmé. Alors pour autant, les banques centrales elles ne veulent pas se précipiter vers les baisses de taux directeurs parce qu'il y a toujours le fameux spectre des années 70, où l'inflation avait beaucoup monté en 73-74, elle avait commencé à baisser en 75 et là les banques centrales s'étaient dit bon voilà c'est gagné, elles avaient tout de suite baissé les taux directeurs et assez fortement et puis l'inflation était repartie vers 77, 78, 79 et là c'était une vraie défaite des banques centrales. Donc la Fed et la BCE elles ont vraiment bien conscience de ce possible de cet écueil de baisser trop rapidement les taux directeurs. Et là, ce à quoi on va observer cette année, ce qu'on va observer cette année, c'est donc des baisses de taux directeurs de la Fed et de la BCE. Mais selon nous, il y a déjà vraiment pas mal de baisses de taux qui sont anticipées par les marchés. Pour la BCE et pour la Fed, on a à peu près 6 baisses de taux de 25 points de base qui sont anticipées. Pour nous, c'est peut-être un petit peu élevé, c'est peut-être un petit peu beaucoup pour la BCE en particulier. Parce que, bon, évidemment, il y a des facteurs d'inflation qui sont différents selon les zones. Il se passe quelque chose d'un peu atypique d'un point de vue historique en Europe, c'est l'évolution des salaires. Quand on regarde l'évolution des salaires par tête en Europe, on est aux alentours de 5%. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu sur les 2 ou 3 décennies qui avaient précédé le Covid. Et la BCE va être quand même très prudente, notamment par rapport à ce risque-là, au fait que les salaires continuent à progresser fortement, tout simplement parce que dans leur histoire, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Donc,
on s'oriente vers des baisses de taux directeurs, mais on ne va pas avoir des baisses de taux qui vont être massives non plus sur l'année 2024. Il y a déjà beaucoup de baisses de taux qui sont pricées et il faudrait vraiment qu'on aille vers un scénario de récession pour qu'on ait des anticipations qui aillent vers encore plus de baisses de taux que ce qui est déjà pricé actuellement. Moi, j'avais l'impression, en fait, je me suis fait mon idée, mais ça n'engage que moi, bien évidemment, que la première baisse de taux, c'est le 6 juin en Europe et le 12 juin aux États-Unis. Est-ce que 6 mois de latence, ça vous paraît cohérent ou pas? Alors, on sera peut-être pas d'accord avec Christopher sur ce sujet-là, mais en fait, j'ai presque envie de dire que finalement, la date du début, elle est presque secondaire par rapport au chemin qui arrivera par la suite, quoi. Donc pour la BCE, oui, c'est donc nous, on dirait plutôt que la première baisse de taux, elle aura lieu en juin. Là, vraiment, la BCE essaie de temporiser, notamment par rapport à cette histoire de salaire, et puis qui a été largement rappelée par Christine Lagarde la semaine dernière. Pour la Fed, on pense que ça peut arriver plus tôt, parce que la désinflation, on a peut-être un peu plus de visibilité. Les indices de prix sont calculés de façon différente et on sait que les loyers vont beaucoup peser dans l'évolution future de l'inflation sous-jacente aux États-Unis. Et même si hier, Jerome Powell a dit qu'une baisse de taux en mars n'était pas le scénario de base, je pense que la porte est quand même ouverte. Il ne l'a pas définitivement fermée, ce qui veut dire que quand même ils y pensent. Et je pense qu'il y a quand même un petit peu de chance que ça arrive dès le mois de mars pour la première baisse de taux de la Fed. Mais je pense que Christopher n'est pas d'accord. C'est juste qu'il a écrit dans la presse ce matin. Alors effectivement, on n'est pas aligné sur le timing, ça c'est évident. Mais là où on se rejoint, c'est que fondamentalement, le timing va pas être l'élément essentiel. Et c'est effectivement l'amplitude qui va compter. Et là où on considère qu'il y a un vrai risque au niveau du marché, tu l'as rappelé, Bastien, c'est-à-dire que le marché anticipe effectivement quand même des hausses de taux très massives, donc plutôt même agressives sur l'année 2024, qui correspondent foncièrement à ce qui pouvait se passer par rapport au cycle précédent. Mais pour nous, il y a deux éléments qui changent par rapport au cycle précédent. C'est on n'a pas de récession. Aux États-Unis, on a quand même une croissance qui ne cesse d'être revue à la hausse et même nous, en interne, on va certainement revoir nos prévisions de croissance pour l'économie américaine cette année, qui se comporte plutôt bien. Et il y a cette thématique inflation du côté des salaires, Bastien l'a rappelé en zone euro, l'inflation dans les services aussi aux États-Unis qui peut être un sujet. Donc pour nous, là où il y a probablement un vrai problème, c'est le décalage entre les anticipations des marchés, qui sont agressives, qui correspondent à ce qui se passait dans les cycles précédents, et la réalité, ce que nous disent d'ailleurs les banques centrales, et ce qui a une forte probabilité d'intervenir. Alors c'est pas complètement nouveau, parce que en janvier de l'année 2023, là on était sur une thématique de hausse de taux, il y avait aussi un décalage entre les anticipations et ce qu'ont fait les banques centrales de 100 points de base, ce qui est quand même massif. Là, on est à peu près sur le même scénario de différentiel de 100 points de base. Nous, chez Pictet, on va être plutôt sur un scénario où on va avoir 2 à 3 baisses de taux au maximum de 25 points de base chacune. Donc on est sur un rythme qui était très très lent, mais qui selon nous justifie justement parce qu'on est sur des économies qui sont encore très résilientes. Même si ça ralentit du côté du consommateur américain, ça reste quand même une économie qui est très très dynamique. Donc pas d'argument pour être agressif à ce stade-là, mais le point qui est important effectivement, et je le martèle, c'est pas tant le timing, parce qu'on va bien voir en fonction des discours, ça va plutôt évoluer, certains sont au mois de mai, certains sont au mois de juin, mais probablement ce qui va être beaucoup plus important, c'est de savoir quelle va être l'ampleur réelle. Et donc pour nous, le marché pourrait être déçu qu'on n'ait pas des baisses de taux aussi importantes que ce qu'il anticipe. Donc, ce que vous dites, peut-être que ce que je pourrais rajouter, c'est que là, on vient d'avoir trois mois où les taux ont beaucoup baissé. C'était un très fort soutien pour les marchés actions. Ça sera clairement beaucoup moins, la politique monétaire sera beaucoup moins un soutien pour les marchés actions sur les mois qui arrivent. Donc, par rapport à ce que vous dites, Bastien, moi j'ai noté il faut ne pas sous-estimer le fait qu'il y a une hausse des salaires en Europe qui est importante, donc qui peut être un frein à une baisse de taux agressive. Et quant à vous, Christopher, vous dites la croissance américaine, en fait, elle est très importante. Elle est toujours très importante malgré ces hausses de taux qui ont été spectaculaires. Et on veut pas baisser. On veut pas la baisser trop tôt ni de manière trop agressive. Est-ce que Olivier, il y a un complément d'information là-dessus, ou est-ce que on parle de technologie après?
Non, juste, nous, on est aligné un peu sur, encore une fois, pour nous, c'est le timing est secondaire, effectivement, l'amplitude l'est un peu moins. On a beaucoup évolué sur le calendrier. On était plutôt à la fin de l'été, on est passé au début de l'été, donc on est sur mai-juin. Ce qu'on voulait souligner, en fait, c'est que deux stratégies un peu différentes. La Fed, elle va accompagner elle va sécuriser, en fait, l'atterrissage en douceur. Donc, il n'y a pas de raison, on n'est pas dans un programme emergency. Donc, c'est vraiment à prendre son temps et être assez régulier. Par contre, sur la BCE, une fois levé, effectivement, les effets de second tour imaginaires peut-être confèrent l'orthodoxie de la Banque centrale. Effectivement, il y a un pouvoir de baisse enfin, il y a un mouvement très fort de désinflation en Europe. Et ça peut les brusquer un peu plus fort, mais bon, c'est un paquebot, donc ils vont bouger en juin. Voilà, c'est pas une grosse histoire. Par contre, je suis d'accord. Là, Bastien a parlé de l'impact des taux longs sur la valorisation boursière des actions. Donc, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Par contre, sur les conditions financières, sur la psychologie, ça peut avoir d'autres portées. Voilà. Mais effectivement, factuellement, sur la valorisation, je suis aligné avec ça. Voilà. Bon, et juste un mot pour dire que nous, effectivement, on a parlé des banques centrales, mais on voit toujours une divergence transatlantique en termes de séquençage économique. Et effectivement, on s'attend à une croissance molle comme attendu au premier semestre en Europe. Par contre, contrairement au consensus, on est plus prudent sur la croissance américaine parce qu'on considère le marché emploi, il est un peu trompeur. Et bon, il y aura un peu, mais globalement, c'est une économie qui est en plein boom. Mais voilà, c'est vraiment une marge, une petite nuance qui n'est pas décisive par rapport à l'orientation des banques centrales. Bien, merci en tout cas de vos contributions. J'aimerais bien aborder avec vous la thématique de la technologie, de l'intelligence artificielle et avec les conséquences que ça peut avoir sur les marchés financiers. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'au 19e siècle, on est à cette période d'industrialisation qui a été une révolution, est venue aux années 90, cette période d'Internet. Puis, moi, je dirais dans les années 2000 c'est la digitalisation qui a considérablement modifié notre manière de travailler, donc avec des conséquences, des gains de productivité. Aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle, on est clairement aux portes d'une nouvelle révolution et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur les marchés financiers compte tenu du rebond stratosphérique de l'année dernière? Alors, je n'oublie pas le fait qu'en 2022, il y a eu un gadin terrible. Est-ce que Christopher ou Bastien, qui prend la parole en premier sur ce sujet plein d'espoir? Tu veux y aller? Ouais. Bon, bon, je vais essayer d'être rapide pour te laisser la parole. Nous, clairement, on est très optimiste sur l'intelligence artificielle. On pense que la diffusion, enfin, on a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup parlé du potentiel qui paraît infini de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut voir, c'est que la diffusion dans l'économie, elle va prendre vraiment beaucoup de temps et c'est vraiment un sujet qui va s'installer dans le temps. On pense que les sociétés qui sont les plus exposées à ça, dans le sens qui sont les acteurs de ça, vont le plus bénéficier, et ça commence à s'en ressentir au niveau des magnifiques, des 7 magnifiques, hein, les 7 sociétés qui font le S&P 500, et on commence d'ailleurs à voir de la différenciation entre ces 7 magnifiques depuis le début de l'année. On a eu quelque chose qui était des performances qui étaient assez homogènes sur l'année 2023, et là, au bout d'un mois de 2024, il y a des divergences qui sont très très fortes. On voit le Nvidia qui fait plus 25%, Meta qui fait 10%, et on a Apple qui fait moins 5%, et Tesla qui fait moins 24%, et là on commence à avoir de la différenciation dans ces magnifiques 7, et qui est, selon nous quand même, associée à l'investissement de ces sociétés ou le retard d'investissement de ces sociétés dans l'intelligence artificielle. Donc pour nous, ça va continuer à être un gros thème de marché important sur l'année 2024. Et peut-être avant de céder la parole à Christopher, je voulais simplement, dans le cadre plus large de la digitalisation des produits de tech, on a souvent on regarde les performances boursières et on se dit à quoi ça correspond dans la vraie vie. Je voudrais simplement souligner le fait que quand on étudie la composition de la consommation des ménages américains, on a sur les 12 derniers mois la consommation de produits de tech qui a progressé de 20%,
en vis manuel, c'est énorme, alors que les produits, les biens hors tech font quasiment 0%. Et alors c'était un poids qui était tout petit dans la consommation il y a 5 ou 10 ans, et là de plus en plus le poids il est important, et la contribution de la tech à la consommation des ménages, eh ben, elle est de plus en plus forte, et ça commence à avoir des conséquences macroéconomiques, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on met beaucoup l'accent, hein, le fait que vraiment ça s'impose vraiment dans l'économie américaine en particulier, et dans les économies développées en général. Donc vous Bastien, donc très positif sur ce secteur-là. Est-ce que Christopher, quel est votre avis? Pas d'accord ou d'accord avec votre ami Bastien? Alors, le premier point, je pense que objectivement, être négatif sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce serait une posture plus qu'autre chose. On sait que ça va être révolutionnaire, ça va prendre du temps, donc je suis pas dans une posture, indéniablement, je suis aussi optimiste sur l'intelligence artificielle. 2 points en revanche. Le premier point, c'est qu'on l'a vu l'année dernière, une des thématiques de fond finalement, c'est effectivement l'intelligence artificielle qui a permis d'irriguer les flux et qui a bien évidemment concentré très nettement sur les valeurs tech. Pour nous justement, alors c'est pas uniquement l'intelligence artificielle, hein, c'est un tout petit peu plus large, c'est le secteur tech en règle générale. Très clairement, on est dans une situation de marché boursier pour nous, en situation oligopolistique, avec quelques acteurs au niveau de la tech du côté américain qui réussissent à accaparer l'intégralité des flux. Alors il y a eu bien sûr la thématique IA qui a été un moteur en 2023, mais plus fondamentalement, lorsqu'on regarde ces entreprises, elles sont en mesure de mettre en place des barrières à l'entrée, elles ont énormément de cash, beaucoup de potentiel. Donc on va avoir la subsistance sur le marché boursier américain de ces quelques valeurs qui vont irriguer l'intégralité des flux et la grande partie de la performance, et on le voit d'ailleurs en ce début d'année. Le dernier commentaire qui est un tout petit peu plus spécifique sur l'intelligence artificielle, fondamentalement, comme ça va irriguer tous les secteurs d'activité, l'enjeu, c'est surtout de savoir quels sont ceux qui en bénéficient le plus à l'instant T. Ce qu'on considère, c'est que bien évidemment, par exemple, dans quelques années, on espère avoir des améliorations en termes de maintenance prédictive dans l'industrie. Je vous donne un exemple très clair. Un des enjeux, par exemple, sur les installations éoliennes ou installations pétrolières, en tout cas, tout ce qui est actif industriel, c'est que vous avez des périodes de maintenance qui sont très importantes. En général, on considère que c'est que 30% du temps est en maintenance, par exemple, pour une éolienne. Le problème derrière ça, c'est que c'est bien sûr une perte d'argent. Pourquoi elles sont en maintenance? Parce qu'on a un problème de corrosion. Et vous avez aujourd'hui des entreprises qui travaillent pour essayer de prévoir, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la dronétique, quand est-ce que ce problème de corrosion va se poser pour éviter d'avoir 30% du temps en maintenance. Ça, c'est peut-être dans 5, 4 ans ou 7 ans, on n'a pas de visibilité. C'est bien sûr important, mais ce qu'il faut voir, c'est à l'instant T. Aujourd'hui, début du mois de février, où est-ce que l'intelligence artificielle irrigue réellement un réel impact? Alors excusez-moi, c'est pas très sexy, mais ce qu'on considère, c'est que c'est surtout sur le digital, sur l'expérience client, que l'intelligence artificielle aujourd'hui impacte réellement, qu'on peut le mesurer et que ça a un réel effet sur le business. Peut-être, comme je vous le disais, dans quelques années, ça aura un impact beaucoup plus massif sur d'autres secteurs d'activité, mais sur ce genre de thématique qui va s'imposer sur probablement plusieurs décennies, l'enjeu pour un investisseur, fondamentalement, c'est de savoir où est-ce que ça irrigue en premier, où est-ce qu'on peut mesurer, où est-ce que ça a un impact. Et aujourd'hui, pour nous, il n'y a pas de doute, c'est essentiellement sur le segment du digital avec ce sous-segment de l'expérience client. Bon. Olivier, est-ce que un avis là-dessus? À la question, est-ce que l'IA est un feu de paille? Non. Je rejoins totalement ce qui a été dit. Après, dans l'univers de la technologie, effectivement, faire la part des choses. Donc, il y a un bug et il va revenir. Moi, je suis avec vous, en fait, Olivier, vous êtes pas bien. Donc, excusez-moi. Donc, ce que je disais, en fait, c'est on valide l'idée que l'IA n'est pas un feu de paille et que c'est une thématique qui est très importante. Quand on regarde, par contre, l'ensemble de la technologie, on est plus prudent, en fait, sur la dynamique de certains compartiments. On a eu des entreprises qui sont plus prudentes sur les guidances. Par contre, l'IA n'est pas une chose virtuelle. Christopher a parlé des applications réelles et attendues dans le futur, notamment dans l'industrie. Moi, je voulais juste signer que Microsoft lance des offres concrètes, voire payantes, et donc ça a une traduction également en termes de business. Et puis ça a des implications fortes aussi sur l'aspect logiciel, sur l'aspect semi-conducteur.
en tout cas les semi-conducteurs, on va dire haute performance, qui sont des constituants des machines. Voilà, donc il y a quand même un écosystème où ça irrigue, c'est pas juste un phénomène boursier. Il y a vraiment, ça impacte directement aussi l'économie. Donc, comme vous êtes bien chaud là, après ces questions de mise en bouche, de mise en vente, moi je voudrais vous poser je voudrais qu'on parle ensemble. Allez, lançons-nous sur la Chine et après j'aimerais qu'on revienne en Europe pour voir quels sont les secteurs d'activité qu'on a envie de privilégier en 2024. Bon, la Chine, qui est-ce qui veut bien nous donner un avis sur ce qu'il faut faire? Parce que moi je reconnais que je suis perdu. Bon, vas-y, Christopher. Voilà. Vas-y. Allez, sur la macroéconomie, le marché boursier. Déjà. Si vous avez envie de partager pour nous CGP, qui va nous aider à construire notre argumentaire vis-à-vis de la Chine, parce que là, sincèrement, c'est compliqué. Alors, sur la Chine, le premier point, c'est bien évidemment, c'est incontournable. Mais toujours la question, c'est le timing. Est-ce que c'est incontournable à long terme ou à court terme? À court terme, ça nous paraît un peu compliqué aujourd'hui d'être exposé sur la Chine, parce que fondamentalement, il y a deux problématiques. Les investisseurs, lorsqu'ils sont allés sur la Chine, ils ont toujours systématiquement cru qu'on va avoir des plans de relance budgétaire qui soient massifs. Juste un commentaire, on peut avoir de l'ajustement fin, mais ce qu'on constate, c'est que le gouvernement chinois a été très clair lorsqu'il a tenu une conférence à la fin du mois de décembre, qui permet de voir les grandes lignes directrices pour l'année à venir. Aucune hausse des dépenses publiques. Pourquoi? Parce que du côté des provinces, déjà, elles n'ont pas de capacité financière extrêmement importante. Et du côté du gouvernement central, le problème, c'est pas tant la marge de manœuvre budgétaire que le fait que c'est très compliqué de canaliser toute une relance budgétaire. Alors, ça n'exclut pas des mesures de liquidité. La Banque centrale en a annoncé, elles vont être effectives à partir du 5 février. C'est la baisse du taux de réserve obligatoire des banques. Concrètement, on met à disposition de la liquidité à l'économie. Une partie, elle va notamment permettre de soutenir un peu ce marché de l'immobilier qui est en difficulté. Mais fondamentalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Chine a privilégié une croissance qui va être plus faible. Alors pour nous, on peut toujours débattre du chiffre, mais pour nous, on est à 4-5% de croissance sur les années à venir. C'est une croissance en tous les cas qui est trop faible par rapport au niveau de développement de la Chine. Et derrière cela, on a un sujet qui est le marché boursier chinois. Alors oui, les valorisations sont attrayantes, mais ça fait pas tout, j'oserais dire. Sinon, d'ailleurs, on n'irait pas sur les valeurs tech vu les niveaux de valorisation. Donc, pour nous, la valorisation n'est pas le critère qui va être déterminant sur la Chine. On a un peu regardé ce qui s'est passé. Alors, on a eu des annonces récemment, à la fois de Bloomberg, l'interdiction des ventes à découvert sur le marché chinois, etc. Depuis le mois d'août, on a eu à peu près 12 annonces, que ce soit de la part du gouvernement ou encore de la Banque centrale chinoise. Alors certaines étaient plus massives que d'autres, ça n'a jamais permis de relancer le marché boursier chinois. Comment on interprète la situation, c'est peu importe ce qui va se passer dans les prochains mois sur la Chine, en tout cas sur le marché boursier, l'objectif, et ce qui est crédible, c'est d'essayer d'atteindre un plancher sur le marché boursier chinois et non pas d'avoir un rebond qui soit durable. Et on le voit très bien, les flux aujourd'hui ne vont pas sur la Chine. Si vous regardez le niveau de valorisation du marché boursier chinois, ça n'a cessé de se réduire. Alors il y a plein de raisons géopolitiques, économiques qui rentrent en considération, mais pour nous, on n'a pas de détonateur. Le seul détonateur qui permettrait un changement du côté des investisseurs, c'est ce plan de relance budgétaire, mais nous, on considère qu'il ne surviendra pas. En revanche, dernier point, vous avez le 1er octobre, c'est les 75 ans de la proclamation de la République populaire de Chine. On pourrait avoir avant l'été quelques mesures de stabilisation, mais encore une fois, on ne sera jamais de notre point de vue sur un plan de relance budgétaire d'ampleur similaire, par exemple, à ce qui s'est passé il y a 8 ans de cela. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui a attiré les investisseurs pendant de longues années, c'est-à-dire beaucoup de liquidités, beaucoup de crédits, beaucoup de relances, de dépenses, etc., ça n'existe probablement plus à court terme, en tout cas sur la Chine. Bon, ça c'est moche comme réponse, mais en tout cas, je vous avais dit, c'était pas optimiste dans ma réponse. Bastien, est-ce que aidez-nous. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Christopher, complètement. Ça manque vraiment de catalyseurs. Donc là, maintenant, le marché action a touché un plus bas de 5 ans. Donc, on ne croit pas non plus au fait qu'il puisse y avoir un grand plan budgétaire, parce que l'économie est déjà très endettée. Enfin, tout ça, Christopher l'a déjà dit. Après, c'est difficile d'être
c'est vraiment optimiste sur les marchés chinois quand on voit le profil des bénéfices par action, quoi. Les bénéfices par action se sont érodés ces dernières années et ça donne vraiment pas envie à des investisseurs. Enfin, c'est pas de nature à susciter des flux, quoi. Donc voilà, ma réponse elle est à peu près équivalente. C'est difficile d'être positif malgré la valorisation, mais la valorisation, bon, si les earnings baissent, enfin si les bénéfices baissent, enfin c'est voilà, mécaniquement ça devient pas cher, quoi. Peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que en complément, c'est que au niveau macro, on a un moteur de l'économie mondiale qui disparaît. Parce que clairement, là, on vient d'avoir 2 décennies où le plus gros contributeur à la croissance mondiale, c'était la Chine, et ça va être beaucoup moins le cas dans les années qui arrivent, et même dans les années qu'on vit là. Alors, est-ce que ça pose la question du successeur en termes de moteur de l'économie mondiale? Bon, on pense à l'Inde, mais l'Inde n'est pas suffisamment gros aujourd'hui pour permettre à la croissance mondiale vraiment d'accélérer. En revanche, les marchés indiens sont intéressants, quoi. Quand on regarde cette fois-ci le profil des bénéfices par action, par exemple du MSCI Inde, eh ben, on a quelque chose qui est très positif. Ça a quasiment doublé sur les 5 dernières années. Donc là, cette fois-ci, même si on peut considérer que c'est cher quand on regarde les valorisations, ben, là, on a vraiment un momentum de bénéfices par action qui est très fort et qui peut être intéressant pour des investisseurs. Juste peut-être pour ajouter, parce que là aussi on est d'accord sur l'Inde, effectivement, on pense qu'il y a vraiment de belles opportunités et la logique c'est pas la valorisation, mais surtout c'est un marché boursier où on a des très belles valeurs au niveau de la consommation, en termes de segments d'activité qui ont vraiment tiré la hausse de la bourse indienne l'année dernière. Le premier c'est un voyagiste, équivalent de Booking au niveau local, et le deuxième c'est une entreprise dans le secteur de la livraison de nourriture à domicile. Donc, ça renvoie aussi une autre image du développement de l'économie indienne, qui n'est pas uniquement une économie tournée vers les exportations, mais vous avez vraiment un marché de la consommation attractif qui se développe. Donc, un marché qui, je ne sais pas ce que tu en penses, Bastien, mais un peu comme la Chine aujourd'hui, c'est très difficile d'être complètement à l'écart. L'Inde, certainement, aujourd'hui, devient incontournable aussi. Ah ben oui, complètement. Ouais. Je suis complètement d'accord. Olivier, en tant que responsable de la gestion chez Ecofi, est-ce que sur la Chine, vous considérez que, compte tenu des contre-performances importantes, imaginons qu'on a des clients qui sont en forte moins-value, est-ce que pour vous, ça a du sens de renforcer malgré tout, de refaire les niveaux sur des valeurs chinoises dans l'espoir d'un rebond ou pas du tout? Et après, vous poserez la question de l'Europe. Ça sera une question peut-être plus facile. Alors, sur la Chine, ce n'est pas notre cœur d'investissement, ça reste des actifs satellites dans une allocation. Moi, au-delà du court terme où j'ai pas d'avis, mais bon, tout a un prix, donc il peut y avoir une capacité de rebond. Sur les fondamentaux, ça reste négatif, avec tout pour les raisons qu'on a données, notamment sur la capacité, enfin, sur l'endettement du pays, sur l'efficacité du plan de relance, qui finalement sont pas très productifs. Donc voilà, c'est une transition douloureuse du modèle économique, ça on le savait. Ce qui est nouveau en fait, c'est que, en tout cas boursièrement, c'est que dans les années passées, on a souvent imaginé que la Chine serait un signe noir. En réalité, ça s'est très bien passé sur le reste des marchés boursiers. Ce qui est révélateur de l'effondrement du secteur immobilier, de la faillite de promoteurs comme Evergrande 2. Et là, c'est intéressant, finalement. Ce qui est en jeu, c'est l'attractivité du pays pour des... Donc ça veut dire qu'en fait, moi j'ai l'impression en vous écoutant, messieurs, qu'il va falloir faire le deuil sur la zone chinoise. Olivier. Oui, excusez-moi. Donc, oui, ce que je disais en fait, au-delà de l'aspect tactique sur du court terme, les fondamentaux c'est négatif, mais le fait majeur pour moi, c'est vraiment la perte de confiance de ce pays par rapport à des acteurs internationaux, des investisseurs internationaux. Et le cas Evergrande va être jugé de près, notamment sur les problématiques de recovery de la dette, et de voir comment est-ce que les décisions qui ont été jugées à Hong Kong vont être validées sur le continent par d'autres juridictions. Donc ça, c'est très important sur l'image du pays. Olivier, est-ce que vous voulez bien, puisque vous voulez bien partager avec nous votre point de vue sur le marché européen? Le
marché européen, cette année, qu'est-ce qu'on achète en 2024? Est-ce qu'on achète plutôt des valeurs du luxe parce que elles ont une grosse visibilité malgré tout sur leur chiffre d'affaires, ou est-ce qu'on a le courage d'investir sur des petites ou valeurs moyennes en Europe? Qu'est-ce qu'on fait en Europe cette année? Alors c'est compliqué. Donc je reviens à mon propos liminaire où effectivement j'évoquais deux choses. Euh, L'impact les montants investis en gestion passive par rapport à la gestion active. Donc, avec des phénomènes auto-entretenus, on en a parlé tout à l'heure sur la valorisation de la tech américaine, finalement, qui a monté par sympathie avec des ajustements de position. L'autre aspect, c'est la décote relative du marché européen qui est historique par rapport au marché américain. Nous, notre scénario, finalement, c'est toujours un scénario de divergence économique transatlantique. Et donc, on sait très bien que, naturellement, historiquement, il subsiste toujours une décote du marché européen par rapport au marché américain, mais on peut jouer quand même une réduction de cette décote. Alors, comment on la joue et sur quel véhicule? J'ai envie de dire, on va rester pour l'instant sur la qualité, sur les big caps. Et donc, sous cet angle-là, effectivement, les marchés français, et donc le luxe sera favorisé au même titre que les magnifiques, les 7 magnifiques en France, on a les 4 magnifiques. Donc les grandes valeurs boursières en France. Donc voilà, il y aura un aspect, mais voilà. Et après, dans un second temps, évidemment, on a envie de dire oui, pourquoi pas les SMID en termes de décorrélation, en termes de génération d'alpha, sachant que historiquement, il y a plutôt une impulsion positive au moment où on date la première baisse des taux. Après, encore une fois, c'est une question de flux. Donc il faut des flux. On a une année atypique sur 2024. Historiquement, on a plutôt des flux positifs en termes sur la classe d'action, sur la classe d'actifs actions. Là, cette année, c'est plutôt négatif. Donc c'est vraiment une année atypique. Là encore, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, où on a fait une grosse partie du chemin en 2024, au dernier trimestre 2023, pardon. Donc voilà, il faut être patient, mais pourquoi pas se positionner sur les SMID. Voilà. Sur l'aspect luxe, en fait, c'est un marché qui, à l'instar de la technologie, en fait, il n'y a pas un marché unifié. C'est des acteurs qui sont totalement diversifiés, avec des acteurs ultra premium. Donc les grands acteurs qui bénéficient en fait de la rente pétrolière et de la rente chinoise telle qu'elle existait. Donc c'est vraiment quelque chose de ça. Ces marchés finaux se portent bien. Après, sur le mass market, c'est probablement plus difficile. Donc, on a une problématique de consommation. D'ailleurs, les entreprises sont relativement prudentes sur leur guidance. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas vraiment de vue sur les volumes, plutôt une tentative de préservation des marges et pas d'augmentation des prix et, si possible, la préservation des marges par peut-être des réductions de dépenses budgétaires. Voilà. Donc plutôt une situation neutre, mais voilà, encore une fois, en début d'année, on en bénéficiera, on est content, on en bénéficiera si le marché recueille des flux. Est-ce que Christopher ou Bastien, vous avez, est-ce qu'il y a une contribution sur les valeurs à privilégier selon vous en Europe? Tu veux te lancer ou... Non, vas-y. Ouais. 2 points pour reprendre, luxe et small cap, pour donner un peu notre vision qui est pas complètement en décalage. On a quand même entendu beaucoup de maisons dire que l'année 2024, ça va être l'année du retour des small cap. Parce que finalement, ils se disent c'est conjoncturel la sous-performance des dernières années. Notre vision, elle est un peu différente. Alors, ça n'exclut pas, bien sûr, que sur du stock picking, il y a des belles pépites, etc. Mais sur le segment en tant que tel des small caps, pour nous, on est très prudent pour une raison qui est assez évidente, c'est que si on regarde les flux, aujourd'hui, on a ce phénomène que j'évoquais précédemment sur le marché américain, mais qui est aussi un peu présent en Europe, où vous avez finalement des flux qui sont simplement sur les valeurs les plus liquides, et au sein de ces valeurs les plus liquides, simplement sur certains segments d'activité. Et pour nous, ça, c'est structurel. Donc la sous-performance des small cap, foncièrement, elle est structurelle, elle est bien sûr accentuée complètement par la gestion passive, par la réglementation également qui devient de plus en plus complexe. Aujourd'hui, notamment, si vous n'avez pas un rating ESG lorsque vous êtes une small cap, et un rating ESG, c'est compliqué à obtenir, même si c'est un mauvais rating, vous n'êtes pas dans des scorings. Donc il y a énormément de problèmes qui se posent pour le segment des small cap. Ce qui veut dire, ce qui me permet de faire la transition, si on va sur des valeurs qui sont très liquides, on va aller en particulier sur le luxe, qui est l'équivalent.
Là, sur le luxe, peut-être le maître mot, c'est la sélectivité. Vous avez des sociétés qui se portent très très bien, type des croissances comme LVMH, ou encore du Lululemon si on regarde du côté américain, qui est sur aussi un segment un peu ultra premiumisation, et vous en avez d'autres qui ont émis des warnings type Richemont. Donc il faut être sélectif. Mais le point qui est essentiel sur le luxe, malgré tout, et c'est ce qui nous permet d'être optimiste, c'est l'agilité. Pendant très longtemps, le secteur du luxe a été dépendant du consommateur chinois. Qu'est-ce qu'on a observé en 2023? C'est que les consommateurs européens et américains, et j'inclus aussi Amérique latine, ont complètement compensé, et j'insiste, complètement compensé la perte, le ralentissement du côté du consommateur chinois. Et ça, c'est quand même, ça montre une agilité. Et comme on n'a pas une vision où finalement la consommation va être très nettement en berne, on n'est pas sur un scénario de récession et surtout pas aux États-Unis, avec dans certaines zones des hausses de salaire réelles qui sont substantielles. Pour nous, le secteur du luxe va toujours trouver ses relais de croissance, donc ça reste attractif. Après, en plus, vous avez différents niveaux de valorisation. Les niveaux de valorisation du LVMH et du Kering, pour des raisons qui sont propres à Kering, ne sont pas identiques. Donc ça permet aussi en fonction de son appétit au risque, sa visibilité, etc. Mais c'est un secteur qui est fondamental, comme l'était, et on l'a évoqué précédemment, les tech, mais côté américain. Mais c'est intéressant votre réponse parce que je m'attendais pas du tout, tous les deux, à ce type de réponse. Voilà, parce qu'effectivement, bah non, en tant que CGP, nous on est baigné, je dirais, depuis octobre-novembre sur l'intérêt, comment dire, d'investir sur des valeurs moyennes parce que ils vont pouvoir être plus agiles, elles vont pouvoir, elles souffrent bien sûr d'une sous-valorisation colossale, et le fait qu'il y ait demain une baisse des taux dans les 6 prochains mois, ça reste le catalyseur. Donc c'est intéressant. Est-ce que Bastien, vous avez un complément d'information sur la stratégie européenne? Qu'est-ce qu'on fait en Europe selon vous? Mais en fait, sur les small et mid cap, peut-être l'élément que je peux ajouter par rapport à tout ce qui a déjà été dit, c'est le fait qu'on peut rappeler que ce sont des sociétés qui sont plus dépendantes quand même du crédit bancaire, et que actuellement les dynamiques de crédit bancaire, que ce soit aux États-Unis et en Europe, sont à l'arrêt, quoi. Donc très clairement, il n'y a pas de crédit bancaire, pas d'extension du crédit bancaire en Europe et aux États-Unis, et donc ces sociétés, elles ont quand même beaucoup de mal, quoi. Donc c'est un phénomène qui est conjoncturel. Donc on pense aussi que ça peut devenir intéressant de revenir sur les small et mid cap, mais c'est peut-être un peu prématuré, notamment par rapport au cycle monétaire. Olivier, à mon avis, vous êtes dans le mauvais sens. Bon, oui, mais j'ai rien fait. Une question, messieurs, on a parlé beaucoup d'actions, c'est important. Qui a envie, peut-être Olivier d'ailleurs, de nous parler un peu d'obligataires? Moi, j'ai envie de croire. On a encore quelques mois pour si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Comment dire, au moins vous êtes différenciant, Olivier. C'est la magie d'Apple. Mais de toute manière, ce qui est important, c'est le fond, c'est pas la forme, vous le savez bien. Sur l'obligataire, est-ce qu'il est encore temps de faire du portage obligataire, ou compte tenu de ce qui se passe, c'est un peu trop tard? Donc, Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Oui. En fait, on se rejoint sur beaucoup de choses, et finalement, tout à l'heure, Bastien parlait des taux d'intérêt. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus. Effectivement, on a plutôt une vision. Alors après, le quantum de baisse des taux courts, on ne sait pas, mais sur la courbe des taux, finalement, le message important, c'est que on ne voit pas un potentiel énorme finalement sur la partie longue de la courbe, en tout cas sur la dette souveraine. On est plutôt d'ailleurs à attendre, enfin en tout cas on continue à attendre des tensions limitées sur la partie taux en première partie d'année. Donc globalement, on s'attend à un passage à niveau à fin mars, et on espère retrouver des niveaux supérieurs. On a un petit problème de débit, c'est ce qui est bon, c'est pas très grave. Est-ce que un de vous deux, qu'est-ce qu'on fait avant qu'Olivier vous êtes de nouveau là? Oui. Oui, donc on s'attend à un niveau de OAT, on espère un niveau de OAT de revenir à un niveau de 3%. On pense que c'est un point d'entrée, et après ça va décroître calmement. On n'attend pas un rush sur la partie longue de la courbe des taux, en tout cas sur les emprunts souverains. Par contre, sur les autres indicateurs, notamment sur le crédit, il y avait énormément de tension sur les swap spreads. Donc c'est le marché interbancaire, pour faire simple. Donc là-dessus, ça se normalise, c'est plutôt un point positif.
Sur la partie crédit, sur les spreads, on est plutôt positif sur la partie investment grade. Et sur la partie high yield, on est très bien valorisé. On s'attend à des taux de défaut en hausse, pas excessifs, mais en hausse, 3 à 4% peut-être sur l'année 2024. Mais avec les phénomènes de portage, ce sera une année positive sur l'ensemble des classes d'actifs. Donc voilà, donc encore une fois, c'est un marché qui va se comparer en termes de performance sur l'exercice 2024, beaucoup plus faiblement par rapport à l'année passée, évidemment. Mais c'est un marché positif. Après, la vraie question, l'enjeu finalement, c'est la rémunération des poches monétaires. Si on est d'accord avec l'idée que les portefeuilles ont conservé des poches monétaires, et donc peut se poser la question de lorsque les taux courts vont baisser, et ils vont baisser, on ne sait pas quand, mais on sait qu'ils vont baisser au premier semestre, effectivement, la rémunération du monétaire, alors c'est vrai des deux côtés de l'Atlantique, va nécessiter éventuellement de se poser des questions de réarbitrage. Et là, on revient à la problématique de la réarbitrage sur des classes d'actifs un peu plus risquées et en fonction du profil d'investisseur de chaque investisseur finalement. Voilà. Et puis, il y a une dimension qui est importante que pour l'année, on la joue pas sur le mur de refinancement on a parlé des prêts bancaires, effectivement, donc il y aura une plus forte sélectivité à attendre. Il y a des contraintes fortes en termes ESG aussi pour les loans adressés par les banques. Donc ça, c'est des choses qui peuvent peser sur certains acteurs. Du coup, ils peuvent se retourner vers des marchés qu'ils avaient probablement délaissés, comme le marché des obligations convertibles. Mais globalement, ce qui est important pour nous, on ne voit pas de problème de refinancement des entreprises, notamment sur le marché des high yield, même s'il y a un mur, ça devrait bien se passer. Et après, il y a la question de la dette des États, la dette souveraine. Et donc, la réponse, elle n'a pas changé. On s'attend pas à un Big Bang, notamment, on voit une dégradation conjoncturelle très forte, mais on s'attend pas de catastrophe. Par contre, pour rapport à la soutenabilité de la dette, c'est clair qu'il va falloir quand même adresser la question. Et donc, on revient à la question des taux réels. Et donc, l'idée, c'est quand même de garder des taux réels négatifs. Voilà. Donc, une photographie positive, mais pas le play de l'année en termes de performance attendue. Moi, j'ai vendu à mes clients en 2023 des investissements dans des fonds obligataires, donc du investment grade de 5 ans, du high yield de 2-3 ans, dans un souci qui était de tenter par tous les moyens de couvrir l'inflation. Donc, par rapport à ce que vous disiez, Olivier, je sens que en 2024, c'est encore un discours qui peut être audible pour les clients. Sachant que, dernier point, moi j'avais pour ma part investi aussi sur du souverain émergent de manière à aller chercher un rendement plus important. Est-ce que, avant de parler des thématiques, d'ailleurs, messieurs, je vois une question. Il y aura une question sur le marché japonais. Donc, s'il y en a un qui est capable de pouvoir nous dire dans quelques instants quelque chose là-dessus, c'est intéressant. Est-ce que Christopher ou Bastien, un mot ou pas sur l'oblig? Moi, de mon côté, non. C'était assez aligné en termes de vision. Bastien a quelque chose à dire ou pas? Moi, je suis aussi assez aligné. C'est vrai que on va aller vers des baisses de taux directeurs et ça, on en a déjà parlé. Dans ces phases de baisse de taux directeurs, on sait que c'est la partie courte de la courbe qui baisse et on a parfois l'idée que mécaniquement les taux longs baissent aussi dans les phases de baisse des taux directeurs. C'est pas toujours le cas, hein. Quand on regarde historiquement les 5 ou 6 derniers cycles et qu'on fait des moyennes, on se rend compte qu'il se passe pas forcément grand-chose sur la partie longue. Donc, selon nous, ce qui devrait se passer, c'est une désinversion de la courbe des taux. Et c'est ça qu'il faut essayer de jouer d'une façon ou d'une autre. Les fonds monétaires, aujourd'hui, on a un Ester en Europe qui rapporte 3,90, donc c'est quand même historiquement intéressant par rapport aux 20 dernières années. Même si la BCE baisse ses taux cette année, disons de 100, 125, 150 points de base, il restera un taux qui sera pas ridicule, mais c'est vrai que au fil du temps, l'attractivité des fonds monétaires pourrait s'amenuiser un petit peu, notamment aux États-Unis. Et là, je rebondis un peu sur ce que disait Olivier.
actuellement, aux États-Unis, les montants des fonds monétaires sont extraordinaires. Il y a 6 000 milliards. Enfin, on est largement au plus haut historique. Et il se posera la question au fil de l'année de vers où se réorientent les flux, quoi. Et comment dire, dans les je trouve pas le terme, dans les directions qu'on va privilégier, que les investisseurs vont probablement privilégier, on va retrouver les fonds obligataires, les fonds investment grade notamment, et ça sera vraisemblablement un bon moteur de performance pour les fonds obligataires sur l'année 2024. Cette réorientation de ces énormes masses d'argent qui sont aujourd'hui sur les fonds monétaires américains. Moi, voyez-vous, pour clôturer le sujet, avant de parler aux thématiques et peut-être à une question sur le Japon, moi je trouve qu'aujourd'hui j'ai envie d'acheter encore de l'obligataire parce que j'ai une lisibilité sur 2, 3, 4 ou 5 ans pour avoir un rendement qui va être normalement supérieur à l'inflation qui est en forte décroissance. Voilà. Et je trouve que c'est assez rassurant de pouvoir investir là-dessus et de proposer à nos clients un rendement lisible en lieu et place, bien évidemment, et c'était une grosse problématique en 2023, c'est que la remontée des taux et le monétaire a été très compétitif. Voilà. Donc moi, j'ai envie de continuer à acheter de l'obligataire en se disant, voilà, j'ai un peu plus de visibilité sur le rendement que si on fait du portage presque jusqu'au terme. Oui. Voilà. C'est exactement ce qu'on privilégie chez CPR avec nos fonds buy and watch. Hein. C'est vraiment, on fait des buy and watch un peu thématiques et vraiment c'est quelque chose qu'on pousse aussi beaucoup. Bon. Avant de parler des thématiques, parce que on est presque bien dans le timing. Il y a une dernière question, donc, chers auditeurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à poser des questions. Ça c'est évident. Un mot rapide sur le Japon et sur les thématiques. Je sens que Christopher est chaud. Oui. Bon, je vous avoue que pour être extrêmement limpide, hein, chez Pictet, nous on est présent au Japon. On était le premier asset manager étranger présent au Japon, donc il y a plusieurs décennies de cela. On connaît très très bien ce marché. Alors le Japon est intéressant bien sûr parce qu'il y a eu une année qui était extrêmement bonne, hein, le Nikkei 225, 27% de hausse en devise locale. Le déclic, ça a été la déflation. Maintenant l'enjeu, c'est de savoir si ça va se poursuivre. La sortie de la déflation, pardon, pour être plus précis. Maintenant l'enjeu, c'est de savoir si ça va se poursuivre. Alors les premières semaines de l'année 2024 vont plutôt dans ce sens-là, parce que il y a quelques semaines de cela, on a atteint un point haut depuis 1990, on est à 9% du point haut historique. Pour nous, ça va continuer. C'est un changement structurel de la part des investisseurs. On regarde les flux. On a beaucoup tous les trois en tant qu'intervenants parlé de flux, et c'est vrai que les flux des investisseurs étrangers au Japon sur le marché boursier sont à un point haut de 12 ans. On voit que ça continue de se renforcer parce que finalement le Japon est un peu une exception dans les pays développés. On va avoir une assez bonne performance en termes de croissance. Vous avez des entreprises qui ont de la trésorerie et même si comparativement le cash est moins cher au Japon qu'ailleurs, malgré tout c'est un élément différenciant. Vous avez aussi des consommateurs qui ont beaucoup d'épargne mais qui commencent à consommer, on le voit bien dans les chiffres, et qui vont continuer de consommer. Un déclic a été peut-être d'ailleurs la hausse des salaires réels qui est un peu quand même très nettement poussée par le gouvernement, mais c'est une bonne chose. On voit qu'il y a aussi beaucoup de crédits qui affluent dans l'économie. Donc ces facteurs-là sont positifs et vont continuer d'abreuver le marché boursier japonais. Si on regarde au niveau du marché boursier japonais en termes de segments, nous on est positif sur tous, à l'exception du bancaire et du financier, où là on considère que le rattrapage a déjà été accompli en 2023, mais sur les autres secteurs d'activité, ça reste très attractif. Les premières valeurs, c'est du Toyota qui réussit très bien sa transition parce qu'ils avaient misé beaucoup sur les véhicules hybrides et finalement ils se rendent compte que c'est pas la bonne solution. Ils réussissent cette transition-là. On a du Sony. Sony, par exemple, c'est en résultat net d'exploitation, c'est l'équivalent de LVMH, donc c'est quand même un mastodonte mondial. Et l'autre argument pour le Japon qui est important, j'ai été très, et Bastien également, on a été quand même plutôt très prudent sur la macroéconomie chinoise. Supposons qu'on se trompe, on peut toujours se tromper. Le premier pays qui va bénéficier en termes de flux du point de vue économique d'une éventuelle relance de la Chine, c'est le Japon. Donc le Japon, c'est aussi un moyen de jouer la relance de la Chine sans être exposé politiquement à la Chine. Et ça peut être aussi un argument de poids à moyen terme.
Bah ça, Christopher, moi je pense que ça intéresse tous les internautes de lire quelque chose là-dessus parce que ça nous rassurerait. Et ça Eh ben, aussi les questions. Non mais on ça, a écrit en interne déjà quelques papiers, donc je vous demanderai ce qu'on les communique et vous pourrez bah, en ensuite fait, les partager. faut le mettre sur le site, faut le mettre sur le site Patrimeta parce que ça va Très être, donc ça c'est très intéressant parce que J'en parle ça à peut, nos équipes. ouais, ça peut être l'occasion de trouver une solution pour tenter de sortir euh, sans honte de ce marché chinois où c'est compliqué. Ouais. Bastien, Olivier, un mot sur le Japon où en fait où Christopher a tout dit. Nous, on joue plutôt ça dans les fonds diversifiés et on le joue de façon plus tactique en fait. C'est-à-dire qu'on a une moins forte conviction structurelle, je pense, que Christopher. Et en fait, on essaye vraiment de suivre la politique monétaire de la Banque du Japon, qui est très erratique. Avec beaucoup d'allers-retours, il y a des moments où ils nous font croire qu'ils vont finalement augmenter les taux directeurs, et puis finalement non, et donc ça produit des mouvements assez importants sur le yen, et en fait voilà, c'est ça qu'on essaie de jouer de façon plus tactique sur le Japon. Est-ce que Olivier, avant de parler de passer à la conclusion, est-ce que un avis sur le Japon ou Non, c'était juste pour souligner que la Banque centrale, c'était un peu du Japon, c'était un peu le passager clandestin dans l'ensemble des banques Oui. centrales. Et voilà, ça a probablement aidé aussi boursièrement par rapport à la baisse du yen. Donc on va dire bien joué. Mais bon, sur le futur, ce sera peut-être plus difficile sous cet angle-là. Mais je rejoins ce qui a été dit totalement. bon, moi j'aimerais conclusion. Là, il faut bon, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous mettez en avant dans les thématiques ou pas thématiques d'ailleurs, parce que hein, on a parlé de techno, on n'a pas parlé de changement climatique, messieurs. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de valeurs liées à la défense. Enfin, voilà. Bon, qu'est-ce que vous mettez au sein de votre gamme comme thématique ou comme fond? C'est la minute publicitaire et c'est important parce que nous on a besoin après une heure de conférence de dire voilà, on a brossé beaucoup de thématiques et merci d'ailleurs de votre précision, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce on repart avec quoi dans notre panier? Donc on commence par tiens Bastien, qu'est-ce que on fait? Bastien, Olivier et après on termine par Christopher. Alors, pour faire bref, Bastien. je citerai trois choses. Donc, la première chose, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, ça, on a un fonds qui s'appelle Global Disruptive Opportunities, qui est très investi sur ce thème-là. Donc, on a une très forte conviction là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Oui. Bastien, j'interromps, sachant que mon CPR Disruptive Opportunities, en plus, il est éligible partout. Bon, ok. Donc ça. Merci de la précision. Donc la deuxième chose que je voulais mentionner, c'est il y a eu un phénomène de marché en 2023 qui a été les GLP-1. Vous savez, c'est les médicaments anti-obésité. Et quand il y a eu des annonces des grandes sociétés, donc Novo Nordisk et Lilly, il y a eu des grands perdants sur l'année 2023 dans le secteur de la medtech, parce que tout d'un coup le marché s'est dit que finalement le diabète allait disparaître, ou que le nombre d'opérations chirurgicales allait s'effondrer aux États-Unis notamment. Et il y a eu des grands perdants liés à ces annonces des GLP-1, et des grands perdants dans la medtech. Donc ce qu'on met aussi en avant, c'est le fait que le marché a sans doute été beaucoup trop négatif et a beaucoup trop sanctionné ces sociétés, et donc ce qu'on mettrait en avant, c'est notre fonds de medtech qui peut bénéficier finalement du fait que ces sociétés très sanctionnées peuvent rebondir. Ça s'appelle comment ce fonds-là, ce medtech, comment s'appelle-t-il? medtech, voilà, CPR medtech, ouais. Donc, bon, moi je vais dire on dirait à mon contact CPR, j'en ai pas entendu parler, voilà, et pourtant je connais pas mal la gamme, donc medtech, donc à retenir. Est-ce que Olivier, à moins que Bastien vous ayez
Ouais, c'était juste le troisième, c'était tout ce qui était relatif à la clean tech, parce que la clean tech a eu une très mauvaise année 2023. C'était très largement lié à la hausse des taux, la hausse des taux longs, parce que ça rend beaucoup des projets de ces sociétés non rentables. Donc les clean tech se sont fait massacrer sur l'année 2023, et ce qu'on pense, c'est qu'on peut avoir finalement un petit rebond, notamment avec le cadre général de décarbonation. Et là, ce qu'on pourrait mettre en avant, par exemple, c'est le fonds hydrogène de CPR. Voilà. Ça, on a des grandes aspirations sur l'hydrogène. Je crois que, d'ailleurs, jusqu'à ce soir à Paris, il y a un salon lié à l'hydrogène. Même chose, Bastien, ne pas hésiter de publier sur Patrimonia. Je sais que vous avez un mois et demi de ça, une conférence sur l'hydrogène. Il faut pas hésiter à publier, parce que ça, c'est des thématiques qui sont importants pour nos clients, et on a besoin surtout d'éléments de langage pour dire voilà, nous ça nous paraît intéressant parce que. Merci en tout cas Bastien de votre contribution. Olivier, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en avant pour vos clients en 2024? Et attention, chauffeur, vous aurez la même question. Hein. Ouais. Ah bah oui. Je veux mettre à part notre gamme monétaire, notre gamme fonds datés. Voilà, on a identifié les points d'appui et les crédits court terme. Donc, je vais plus me concentrer sur les fonds de long terme, en tout cas les fonds qui adressent des thématiques. Donc, comme vous le savez, Ecofi est gestion 100% ISR. On est plutôt une gestion multithématique. Et dans le cadre de ces gestions multithématiques, en fait, je veux mettre en avant le premier fonds, c'est Agir pour le climat. Donc, c'est un fonds qui a une triple labellisation Finansol, donc le solidaire, ISR et Greenfin. Donc voilà, donc 3 thématiques jouées, le solidaire donc autour de la protection des espaces naturels, la transformation de l'ancienne économie via des green bonds, et puis l'innovation via des éco-activités qui permettent effectivement. Donc, comme l'a dit Bastien, en fait, on est sur un positionnement qui a énormément souffert. Alors, pas seulement en 2023, mais une partie de 2022 aussi, principalement par la hausse. On a payé les excès en termes de valorisation, en termes de mauvaise appréciation des contrats, qui ont mal probablement appréhendé la hausse de coûts de financement, premièrement, la hausse du coût des matières premières. Donc, il y a une rentabilité intrinsèque qui s'est dégradé. Après, toutes les questions de valorisation, en fait, on a des sociétés qui ont été sous le feu de la rampe, comme Ørsted, et qui sont valorisées en bourse, qui valorisent pas du tout les projets, en fait. Donc, ça valorise juste la capacité installée. Donc, après, on peut effectivement considérer que la rentabilité est moindre que celle attendue par le passé, mais en tout cas, en valorisation, ça veut dire des choses. Donc, ça, c'est évidemment une grosse... Oui. Pardonnez-moi d'interrompre, mais Agir pour le climat, c'est un fonds 100% action ou c'est un fonds patrimonial? Non, c'est un fonds multi-actif, mais avec une dominante action plus que majoritaire, puisqu'elle a plus de 60% dans le portefeuille. On est investi à 75% actuellement. Ça, je vous invite, pardonnez-moi d'interrompre une deuxième fois, mais ça, je vous invite, Olivier, à mettre sur votre stand Patrimeta des informations par rapport à ça, parce que effectivement, j'ai pas le souvenir, enfin, pour ma part, je ne connaissais pas de fonds multiclasses d'actifs, obligations et actions sur cette thématique-là, qui peut effectivement répondre probablement à un bon nombre de problématiques de clients qui sont sensibilisés par ça, mais qui ont peut-être pas forcément envie d'être totalement investis sur l'action. Est-ce qu'Olivier, est-ce que vous avez une autre idée ou pas? Excusez-moi. Sur 2024, une autre idée? Oui, en fait, donc dans les fonds multithématiques, donc on met en avant notre flagship qui est Ecofi Enjeux Futurs sur l'univers monde. On a sa déclinaison sur l'univers zone euro qui est Ecofi Trajectoire Durable. Voilà, donc dans ces thématiques, on va retrouver des thématiques autour de l'homme et la planète. On avait une forte proportion un fort contenu effectivement sur la transformation, la transition écologique, mais on essaie justement d'intégrer, d'incorporer des sous-thématiques qui sont plus en lien de l'actualité, dont je retiens 3. L'environnement, donc évidemment qui est standard à l'ensemble des fonds, mais avec une ouverture. Donc on parlait de l'environnement.
Bon, effectivement, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Au C'est le moins, Olivier teasing. Olivier nous a dit le principal. Christopher, ça va être à vous dans très peu de temps. Olivier, on était sur l'environnement et après, Oui, alors l'environnement, donc voilà, d'une manière assez large, avec des sous-thématiques. La souveraineté. Alors dans le caractère ISR, c'est toujours difficile d'aller sur des acteurs, on va dire, de la défense. On le fait pas. Par contre, il y a quand même des dimensions fortes. On parlait tout à l'heure de luxe, des spiritueux, donc il y a quand même, si on s'attaque à la problématique chinoise d'importation de panneaux solaires, on peut avoir des mesures de rétorsion, j'ai oublié de le mentionner, mais ça peut être un sujet. Voilà, mais plus globalement, on s'attaque, enfin, on parle de l'énergie, de l'alimentaire, de la santé et globalement des industries stratégiques. Donc on a quand même un certain nombre d'acteurs qui permettent de répondre à cette problématique de souveraineté. Et le dernier point, c'est tout ce qui est lié au social. Donc, c'est une dimension qui est au cœur de l'actualité avec les problèmes de rémunération de certains acteurs de l'économie française. Et donc, l'idée d'une transition juste. Voilà. Donc, ça tourne autour de ça. C'est les grands thèmes. Et dans ces grands thèmes, effectivement, on développe un ensemble de stratégies qui ont du sens et qui permettent de délivrer de la performance sur le long terme. Encore une fois, avec un scénario de court terme qui a été légèrement défavorable. Mais la baisse des taux d'intérêt nominaux réels devrait aider à avoir un peu plus de sérénité pour les années à venir. bon, merci Olivier de votre contribution. Christopher, Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller oui, sur 2024? une seule idée. Pour nous, ça va être la bonne surprise de l'année 2024 et je suis sûr et certain qu'on fera un bilan tous ensemble dans un an pour voir si c'était la bonne surprise ou pas. Ce sont les biotech. Alors pourquoi ? Pendant très longtemps, on a eu finalement 3 années de purge sur les biotech, on l'a vu très nettement, et ces 3 années de purge, elles étaient complètement méritées, parce que jusqu'en 2019, vous avez eu beaucoup de fonds de venture capital qui ont vu l'opportunité d'aller en bourse, parce qu'il y avait un vrai momentum favorable, et donc qui ont fait des introductions en bourse de sociétés qui n'étaient très clairement pas rentables, avec des produits très très loin d'être finis, et qui étaient très généralement loin aussi d'obtenir des brevets. Donc à un certain stade, il y a bien sûr la sanction du marché qui se met en place. Malheureusement, entre-temps, il y a eu beaucoup d'épargnants, notamment, qui ont été lésés sur ce segment de marché. Pour nous, la purge, elle est quasiment terminée. On a d'ailleurs vu, à partir de fin 2023, qu'on a commencé à avoir un retour sur les biotech. Mais structurellement, pourquoi on considère que ça va être positif ? Il y a 2 arguments. Le premier argument, c'est que les biotech ont compris qu'elles devaient changer de business model. Et celles qui fonctionnent bien aujourd'hui, elles sont passées d'être sur un focus sur un seul produit, un seul usage, à du multi-produit, multi-usage. Alors bien évidemment, vous lissez le risque automatiquement, c'est beaucoup plus intéressant, vous pouvez avoir plus de brevets, plus surtout de retombées commerciales à un certain stade. C'est le premier point. Mais surtout, le deuxième point qui va être beaucoup plus fondamental, c'est que les grandes pharma, elles vont avoir, à partir de cette année, ça va s'accentuer dans les années à venir, une grande partie de leurs brevets parmi les plus rentables qui tombent dans le domaine public. Alors, bonne nouvelle, elles ont du cash. Il y a eu la période Covid. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles innovent en interne, mais de l'autre côté, elles vont bien évidemment faire un peu leurs emplettes. Donc, processus de fusion-acquisition au niveau des biotech. Ça a déjà un tout petit peu commencé, mais ça va vraiment s'accélérer selon nous cette année et l'année prochaine. Donc, on anticipe vraiment qu'il y ait ce retour du marché des biotech en 2024, un retour avec des biotech qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus proches d'avoir des produits qui sont finis et surtout cet aspect multi-produit qui va être essentiel. Le pari biotech 2024, pour nous, c'est d'ailleurs un pari structurel, c'est-à-dire qu'il y a un changement de marché à l'heure actuelle et donc probablement qu'en 2025 et au-delà, on va être aussi sur de bonnes performances. Bien évidemment, il faudra voir le niveau, mais en tout cas, on considère vraiment qu'il y a un changement au niveau structurel sur ce marché qui le rend aujourd'hui très attractif. Bon, en tout cas, là, après 1 heure de conférence, je trouve que on a brossé beaucoup de thématiques. Ce qu'il faut retenir concrètement pour nos clients, c'est que à vous 3, vous proposez 5 fonds. Le premier chez CPR Disruptive Opportunities, qu'on connaît tous, avec une grande partie liée aux valeurs, liées à la technologie. La MedTech, donc vous êtes plutôt raccord entre Christopher et Bastien, MedTech. Et enfin, vous considérez chez CPR que les fonds CleanTech devraient bénéficier d'une recovery. Quant à Ecofi, on a 2 fonds qui sont intéressants. Un que je découvre, donc je suis ravi de découvrir, qui était Agir pour le climat. Donc c'est un fonds multiclasse actif, action oblique, voire plus
plus en fonction de lorsque je vais aller lire sur le stand qu'est-ce qui se passe exactement dans ce fonds-là. Vous mettez aussi en avant, Olivier, le fonds qu'on connaît tous, Ecofi, enjeux futurs, et enfin Christopher. Moi, ça me rassure parce que j'ai du pic la bibliothèque. Donc ça me... Ah bon, c'est une bonne chose. On s'est pas coordonné en plus. Hein. Je faisais d'ailleurs un point ce matin avec une clientèle. On a dû faire, je crois, peut-être 13 ou 14% l'année dernière, sauvé de justesse. C'est ça, la fin d'année a sauvé le fonds, tout à fait. Voilà, voilà. Donc, et la dernière idée, c'est biotech. Je vois réapparaître, Pascal. Avec grand plaisir, Pascal, te retransmettre la main. Je vous invite néanmoins tous, chers, non pas téléspectateurs, mais presque, mais participants à cette conférence, c'est de venir, vous plugger sur Patrimeta. Sachez aussi que tant CPR que PicTech, Ecofi vont mettre des éléments de langage sur leur stand de manière à ce qu'on puisse les consulter, les lire, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je vous rappelle que vous avez aussi la possibilité sur Patrimeta de prendre rendez-vous avec votre interlocuteur. Donc ça, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est pratique. Et puis, ça va nous permettre, messieurs, en vous lisant, d'avoir des éléments de langage pour préparer avec de la sérénité l'allocation d'actifs de nos clients en 2024. Pascal, on a été un tout petit peu trop long, mais est-ce bien grave? Est-ce bien grave? Et je te laisse le mot de la fin. Oui, merci pour ce mot. Alors effectivement, on a dépassé un petit peu le temps imparti, mais les débats en valaient largement le coup, puisque c'était plus qu'intéressant. Moi, j'ai pris plein de notes. Donc merci à vous trois de nous avoir expliqué un petit peu sur quoi il fallait s'attendre cette année. Merci à toi, Cédric, pour avoir animé ce débat avec un œil particulier de conseiller, ce qui est l'objectif un petit peu de ces épisodes que l'on va faire tout au long de l'année. Donc, on aura un prochain épisode sûrement au mois de mars où on hésite entre la technologie, puisque on l'a vu, ça semble intéresser beaucoup de gens aujourd'hui, ou d'autres thématiques à aborder. Et en tout cas, merci à vous tous, merci aux gens qui ont bien voulu suivre notre conférence, et puis à vous pour l'excellence de vos débats. À bientôt, messieurs. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Plaisir de vous voir en présentiel. Ah, complètement. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, merci Pascal d'avoir organisé cette conférence. À bientôt. Merci, au revoir.